Ok. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle matinale SoGreen by CVP. Nous vous proposons en fait une nouvelle fois cette matinale en format 100% digital. On espère bien sûr pouvoir vous accueillir bientôt dans nos locaux pour les futures matinales. Sans tarder, pour poser le décor, voici un chiffre en fait qui nous a poussé à faire cette matinale autour du numérique. Donc, le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. À l'échelle de la France, c'est 2%. Et ces chiffres, en fait, pourraient doubler d'ici 2025. Lors des matinales SoGreen by CVP, qui sont un lieu d'échange d'expériences et de partage de bonnes pratiques, on aborde en fait des sujets liés à la RSE, donc comme la CV, la finance responsable ou encore le recyclage, qui ont été des thèmes qui ont été abordés dans les précédentes matinales. Et en ayant en fait cette donnée des 4 et 2%, on s'est dit que le numérique en fait avait toute sa place au milieu des différents sujets. Notre vision par rapport au numérique, c'est qu'en tant qu'entreprise utilisatrice de ressources matérielles et productrice en fait de données, on s'est senti en fait directement concerné par cette statistique. Et c'est pour ça en fait qu'on a décidé de faire cette matinale sur le thème du numérique avec la problématique comment rendre les pratiques numériques des entreprises plus responsables. On va tenter de vous apporter un éclairage responsable sur le sujet, notamment par le biais de nos intervenants. Donc, Marjorie Gué, ingénieure commerciale chez Konica Minolta, donc il nous parlera de solutions pour lancer sa transformation numérique en entreprise dans une dynamique sociétale et environnementale. Et Stéphane Delomo, directeur technique chez Proginov, qui nous montrera que chez Proginov, l'humain est moteur dans la gestion plus responsable du cloud. Le programme, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement CVP, qui nous sommes et quels sont nos engagements. On aura ensuite les interventions de Stéphane, Marjorie et de moi-même avant de laisser place en fait à un temps de questions-réponses. Vous avez un chat, il me semble, où vous pouvez poser des questions et en fait, on les abordera au moment de ce temps questions-réponses qui est prévu à la fin. Alors, je me présente, je m'appelle Morad Hazen, ça fait maintenant 13 ans que je travaille chez CVP, je suis responsable financier et en charge aussi des projets liés au système d'information. Donc, notre métier chez CVP, c'est d'apporter des solutions anticipatrices quotidiennes et complètes en emballage plastique sur les secteurs de la beauté, santé, chimie et alimentaire. On a pour mission de faire bénéficier tous nos clients du grand compte au plus petit de nos innovations économiques et environnementales sur l'ensemble de nos produits spécifiques ou standards. Alors, CVP, c'est aussi avant tout l'histoire d'une PME qui est résolument tournée vers l'avenir au travers de ses valeurs qui intègrent la RSE, les innovations, le client et le respect des valeurs humaines. On a pour but en fait d'être précurseur sur notre marché en apparaissant en fait comme influenceur légitime sur notre domaine d'activité, notamment par la sensibilisation en fait des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Depuis 2012, on s'engage à réduire notre impact en fait sur l'environnement. Et c'est pourquoi on calcule en fait l'empreinte carbone et on travaille en fait à réduire cette empreinte carbone, avec pour objectif un impact positif dans la préservation de la planète. Cette vision, c'est le moteur des CVP, c'est le moteur de nos actions et de notre stratégie pour aujourd'hui et pour demain.
Voilà pour la présentation de CVP. Stéphane, je te laisse la main pour... Ok, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc, bonjour, bonjour à tous. Merci à Morad et son équipe de m'avoir invité pour cette matinale. Donc, je vais vous parler des pratiques numériques plus responsables dans les entreprises. Donc, Stéphane, pardon, je te coupe. On voit pas, on n'a pas ton écran, je pense. Ah, pardon. Est-ce que vous voyez quoi à l'écran là? Normalement, c'est bon là. C'est bon? Ah oui, il faut que j'arrête du coup ici. OK. Oui, c'est bon. C'est bon. Ah. Donc, je vais vous parler de Proginov ce matin. Donc, je vais commencer par vous présenter l'entreprise. Donc, c'est important de comprendre qui on est, d'où on vient et comment l'homme aujourd'hui chez Proginov contribue à faire avancer cette économie d'énergie, alors notamment dans notre métier qui est autour de l'informatique et notamment au niveau de l'hébergement. Donc je vais vous parler de la responsabilité sociale chez Proginov et ensuite évoquer comment Proginov contribue à tous ces enjeux de la consommation par rapport au data center. Et puis, je vous parlerai de quelques bonnes pratiques du numérique éco-responsable dans les entreprises. Donc Proginov, on existe depuis 96. Alors je ne me suis pas présenté avant, je vais peut-être le faire, même si Mourad, tu l'as fait légèrement. Moi, je travaille chez Proginov depuis 16 ans. Donc je suis dans l'opérationnel. Je suis directeur technique donc de tous les métiers d'hébergement chez Proginov. On est une équipe de 40 personnes dans cette équipe-là. Je suis directeur général délégué aussi depuis 2 ans et je m'occupe de la gestion du groupe et de l'évolution des carrières et le suivi des collaborateurs en parallèle de ce métier-là. Donc 4 métiers chez Proginov. On est éditeur de logiciels, ça c'est notre premier métier. Donc on a commencé à éditer des logiciels de comptabilité, de paye et de gestion pour les entreprises. Donc on touche tous les secteurs d'activité. On a un outil qui est très transverse. Donc on a une grosse population éditeurs, de développeurs dans nos équipes. On intègre nos produits chez les clients. Donc on va faire l'analyse des besoins, l'installation des produits et puis le suivi du client au long terme. On fait l'assistance également de nos produits et puis on héberge nos applications dans nos propres data centers à la Chevrolière au sud de Nantes. Donc l'objectif, c'est d'avoir un même interlocuteur pour un service responsable. Donc le client, il a un seul interlocuteur pour son informatique. Donc voilà, donc on est éditeur depuis 25 ans, donc ça représente 139 développeurs. Sur les métiers d'intégration, une grosse population de chefs de projet et des techniciens qui sont en charge du déploiement. Une grosse équipe d'assistance fonctionnelle et technique. Et puis un métier d'hébergeur depuis 2001, donc ça fait déjà 20 ans qu'on fait ce métier, avec plus de 600 clients hébergés, qui représentent environ 22 000 personnes qui travaillent au quotidien connectées dans nos data centers. Donc aujourd'hui, on est 289 personnes, tous sur un seul site, donc au sud de Nantes, une moyenne d'âge de 36 ans, un très faible turnover de moins de 1%, ce qui est plutôt notable dans les métiers informatiques. Et puis avec une évolution maîtrisée au fil des années, on n'a jamais fait de croissance externe. Nous, l'objectif, c'est vraiment de recruter des jeunes, de les former et de les accompagner au long terme. Donc, je passe rapidement sur les chiffres. On fait 46,7 millions de chiffre d'affaires en 2020. Donc on fait à noter qu'on investit beaucoup dans la R&D, donc dans la R&D à tout point de vue, au niveau de la partie applicative, au niveau de la partie de l'hébergement. Donc quand on parle d'hébergement, forcément, on parle aussi de consommation et de réduire les coûts associés à toute cette data. Donc 1300 clients, tout à l'heure je vous disais 600 clients hébergés, donc on a une grosse population historique sur nos logiciels de paye et de compta qui sont en mode licence sur leur serveur. Et puis 17% sur un métier un petit peu nouveau, enfin nouveau depuis quelques années déjà, mais on héberge nos applications, mais on héberge également des applications éditées par d'autres entreprises. Le Proginov,
Donc on a une politique d'embauche qui est très particulière. 97% des embauches en CDI, donc on a 75% des salariés qui sont leur premier emploi. Donc ça, c'est quelque chose de très notable aussi. On a beaucoup de partenariats avec des écoles. On n'a pas de fiche de poste. Le premier critère de recrutement, c'est la valeur humaine. Donc on a beaucoup de points communs avec CVP sur le côté humain des collaborateurs. Chacun crée un petit peu son évolution en fonction de ses envies. Un écart de salaire entre le moins bien payé et le mieux payé de 1 à 3. Donc entre les plus petits salaires et les directeurs, il n'y a qu'une échelle de 1 à 3, ce qui est vraiment très faible. Une redistribution des excédents. Donc tous les excédents de l'entreprise sont redistribués à tous les salariés. Un parcours d'intégration, parrainage référent, avec un environnement de travail qui est très agréable. Une grosse transparence aussi, donc tout le monde dans l'entreprise connaît les salaires de tout le monde. Il n'y a aucun tabou, et ça permet de ne pas avoir de bruit de couloir. Voilà, donc tous les salaires sont vraiment transparents, avec les primes incluses. Donc ce qui en découle de tout ça, c'est un taux d'absentéisme très faible, un turnover proche de 1% et donc une fidélisation de la relation client. On a des équipes qui tournent assez peu et finalement, en fait, on a vraiment un partenariat qui se met en place entre les clients et Proginov. Donc il n'y a pas cette inertie de recrutement, d'apprentissage, on recommence à zéro. On mise vraiment sur l'homme chez Proginov. Avec une forte politique d'actionnariat, donc on a 85% des salariés qui sont actionnaires. Donc la volonté forte, c'est de rester indépendant et de fidéliser les collaborateurs. On n'a pas de fonds indépendants qui possèdent des capitales dans l'entreprise. Tout l'actionnariat appartient aux salariés. Donc une indépendance financière et on est propriétaire de toutes nos infrastructures, les data centers compris. Il n'y a pas de montage de SCI comme on peut le voir dans beaucoup d'entreprises. Des valeurs, l'état d'esprit, la transparence, la confiance, la bienveillance, l'esprit d'entreprendre, le travail, le partage. Et donc tout ça, ça emmène beaucoup d'initiatives des collaborateurs, d'où l'homme qui contribue à rendre plus responsable le numérique. Donc des initiatives des collaborateurs, il y en a beaucoup chez Proginov. On a un groupe de jeunes qui avait lancé les 24 heures de l'innovation, donc un format sur 24 heures continues, où on réfléchit sur différentes thématiques. Et une des thématiques qui était sortie, c'était le vert, c'est l'avenir. Et de ces 24 heures, donc il y a eu tout un tas de réflexions autour du green IT, entre guillemets, et avec des choses qui sont sorties. Donc, dans nos applications, on sensibilise nos clients sur la partie impression. Donc, on a un petit module qui permet de sensibiliser chaque client sur ses impressions. Donc, on a des petites stats qui sont mensuelles et qui permettent de voir un petit peu l'évolution en termes d'impression. On a également eu Défi Mobilité. Donc, ça, c'était une semaine où les collaborateurs s'engageaient à utiliser un déplacement plus vert. Donc, on a eu une belle mobilisation en interne avec beaucoup d'utilisation de vélo. Alors, c'est vrai que nous, c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas en pleine ville, on est en campagne. Donc, c'était un vrai effort pour les collaborateurs de venir en vélo à Proginov. Donc, il fallait s'organiser un petit peu, mais il y a eu une belle mobilisation autour de ça. On a également aussi, suite à ces 24 heures de l'innovation, un partenariat avec une association qui est Cœur de Forêt. Donc, c'est une association qu'on aide tous les ans avec toute une politique de de plantage des arbres, pardon, excusez-moi. On a mis aussi en place l'impression par badge. Alors ça peut paraître un peu anodin, mais finalement, aujourd'hui, on se rend compte dans les entreprises qu'il y a beaucoup de gaspillage qui sont faits par les impressions. Alors, je ne vais pas prendre la place de Conny mais sur la présentation, mais on a mis ça en place et ça permet vraiment de ne pas imprimer pour rien. Et finalement, quand on va à l'imprimante, on se pose la bonne question, est-ce que finalement l'impression que j'ai envoyée, elle est légitime ou pas? Et on n'a pas de feuilles qui traînent partout parce qu'on a des copieurs dans plusieurs bâtiments. On peut se tromper de bâtiment qu'on imprime et finalement, on ne va pas chercher les impressions. Donc, du gaspillage pour rien du tout. Ouais. Donc ensuite,
sur la partie data center, donc là, il y a vraiment un enjeu en termes d'informatique dans les entreprises. Le constat, c'est qu'en fait, on a beaucoup de salles informatiques qui sont inappropriées et vieillissantes dans les entreprises. Donc ça, on le constate toujours. Alors même si ça évolue au fil des années, mais on constate beaucoup la multiplication des serveurs et des équipements dans les entreprises, avec des salles qui ne sont pas forcément bien équipées en termes de climatisation. Donc on a une surconsommation. On a des serveurs qui ne sont pas forcément bien exploités. Et donc, comment le data center aujourd'hui optimise cette consommation? Donc, on a fait un calcul rapide. Pour nous, une entreprise moyenne possède environ 4 serveurs pour gérer son informatique en interne. Alors, donc, quand je dis moyen, c'est vraiment les entreprises de 2 salariés à 500 salariés. Aujourd'hui, nous avons 600 clients hébergés dans nos data centers. Donc, si ces 600 clients devaient avoir leurs serveurs chez eux, il faudrait 2400 serveurs pour gérer l'informatique de ces 600 clients. Donc, en sachant que c'est vraiment une estimation à la louche, hein. Chez nous, l'hébergement Proginov, pour héberger ces 600 clients, c'est finalement que 250 serveurs physiques, donc ce qui peut paraître peu. Donc, ce sont des serveurs qui sont assez puissants, sur lesquels on fait de la virtualisation, de la segmentation, et on optimise vraiment l'utilisation des ressources. Donc là, on contribue vraiment à optimiser cette consommation énergétique générée par les salles informatiques ou les data centers des clients. Donc on a mis en place une alimentation verte. On a mis en place des panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation. Donc on a fait installer il y a 2 ans maintenant, ça a été mis en service l'année dernière, donc des panneaux photovoltaïques pour une puissance de 100 kilowatts qui alimentent les bureaux des collaborateurs, mais également les data centers. Donc ça nous permet de réaliser une belle économie sur ce point. On a également tout un tas de mécanismes qui permettent d'assurer une optimisation de la consommation. Donc, on a une gestion technique centralisée qui permet d'avoir une vue globale de la consommation au sein des data centers. Et on est en train de mettre en place un comptage précis pour vraiment pouvoir descendre poste par poste en termes de consommation électrique. Chez Proginov aussi, on maximise l'usage du matériel. C'est vrai que dans l'informatique, on a tendance à changer super souvent de matériel parce qu'il nous faut le dernier téléphone, il nous faut le dernier portable. Au niveau des serveurs, c'est pareil, on aura tendance à dire qu'il faut aussi changer les serveurs tous les 3 ans. On a une politique des constructeurs qui font des garanties sur 3 ans et puis au bout de 3 ans, le matériel devient obsolète. Nous, on réutilise ce matériel le plus longtemps possible. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser les serveurs à différents usages. Donc, un serveur qui vient d'être acheté va être très puissant, on va l'utiliser pour des calculs qui nécessitent beaucoup de puissance de CPU. Et puis, une fois que le serveur va être un peu plus ancien, on va le réattribuer à des fonctions qui nécessitent moins de ressources. Et donc, ça va permettre de maximiser l'usage du matériel. On utilise un petit peu aussi de matériel reconditionné. Alors, ça peut paraître surprenant, mais finalement, quand on utilise du matériel de façon un peu plus longue, en fait, on peut avoir des problèmes de garantie derrière qui, à un moment donné, le constructeur ne garantit plus le matériel, donc on ne peut plus l'utiliser, sinon, le risque, c'est en cas de panne, on ne peut pas le réparer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on achète du matériel reconditionné pour assurer, du secours. Donc ça, c'est arrivé sur certains matériels un peu spécifiques, et c'est vrai qu'on fait une grosse économie, surtout sur du matériel qu'on peut utiliser encore quelques années, quoi. On a une gestion très précise de l'obsolescence du matériel parce que, il y a forcément au bout d'un moment, il faut qu'on mette au rebut ce matériel. Donc on fait très attention, le matériel qui est plus utilisé est éteint et décommissionné des data centers et après on travaille avec un recycleur pour tout le matériel informatique, aussi bien dans les salles d'hébergement, mais que le matériel en interne des collaborateurs. On optimise également le refroidissement des serveurs en utilisant des racks hermétiques. Donc, c'est la petite photo là qu'on voit à gauche sur le PowerPoint. Là, donc ce sont nos salles informatiques là que vous voyez. Et en fait, on voit les petits modules avec des petits écrans. Ce sont les racks de climatisation. Donc, en fait, on refroidit pas les salles en entier, comme on le voit dans certains data centers. On refroidit vraiment uniquement les serveurs.
Et ça permet aussi un gros gain en termes énergétiques. On optimise aussi toute la partie data. Donc, on a de la dématérialisation qui se généralise de plus en plus. Aujourd'hui, sur nos 500-600 clients, ça représente 150 000 factures dématérialisées par mois. Et tous les mois, c'est des chiffres qui augmentent. Donc, avec beaucoup de flux numériques, des flux EDI qui se généralisent également. Et donc, tout ça, ça contribue vraiment à se passer de papier et d'échanges par voie postale. On a un principe aussi d'épuration des données. Dans l'informatique, on a tendance à toujours tout garder parce qu'on se dit ça peut toujours servir, c'est simple. Dans nos messageries, on a toujours tout un tas d'historiques qu'on ne se sert pas. Et dans les bases de données de nos clients, on se rend compte aussi qu'on peut avoir un historique de 5 ans, 10 ans d'historique de gestion. Et toute cette historique, ça consomme beaucoup de place. Ça a aussi un impact sur la partie performance. Et donc, régulièrement, on fait de l'épuration des données. Donc, on archive ces données qu'on sort et qu'on met sur du stockage qui est inactif, comme de la bande de sauvegarde ou du média externe. On a aussi des procédures d'optimisation des développements. Donc, on a une équipe en interne qui est chargée de s'assurer que les développements soient faits correctement. Parce qu'il faut savoir quand on développe un programme, mais il y a plein de façons de faire. Et si on ne développe pas dans l'état de l'art, avec les bonnes pratiques, un traitement qui normalement dure quelques secondes peut facilement durer quelques minutes, quelques heures. Et tout ça, ça a un impact très très fort sur la consommation. Donc tous les développeurs chez nous suivent des formations d'optimisation en termes de performance. Et puis derrière, il y a un suivi très précis au quotidien de tous les traitements qui sont faits pour être sûr que tout est optimisé. On utilise de la compression et de la déduplication. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, ce terme déduplication, mais sur le stockage, on a un constat aussi, c'est qu'on a tendance à stocker X fois la même donnée. Et quand on stocke X fois la même donnée, forcément, il nous faut beaucoup plus de stockage pour héberger tout ça. Donc la déduplication, c'est quoi? C'est un mécanisme qui permet de stocker une seule fois la copie si on l'a plusieurs fois. Donc c'est un mécanisme intelligent qui est géré directement dans notre cas par les baies de stockage. Donc c'est transparent pour les utilisateurs. Sur un serveur, je peux avoir X fois Windows d'installer. Donc X fois Windows, c'est X fois la place prise. Et donc là, en fait, la baie va être intelligente et va permettre d'optimiser cette place occupée par la donnée et la mettre une fois. Donc on constate un gain de 4 pour 1, donc ce qui est quand même relativement important. Donc voilà pour la partie hébergement. Pour les bonnes pratiques du numérique, donc là j'ai fait un petit constat aussi, c'est qu'en fait, même chez nous, en fait, on se rend compte que les utilisateurs, ils n'ont pas du tout de conscience sur l'impact sur l'énergie de certaines pratiques qui sont quotidiennes, donc j'ai fait un petit calcul simple, hein, de 10 minutes de visioconférence, c'est 5 minutes d'un four à 2000 watts. Ça paraît impressionnant. Mais parce que 10 minutes de visioconférence, il y a tout un tas d'équipements qui sont utilisés pour parcourir les réseaux, donc des centaines d'équipements de routeurs. On a du stockage qui est utilisé, on a des CPU, donc on a vraiment beaucoup de choses. Et en fait, là, je vous parle de 10 minutes de visioconférence parce que c'est dans le monde de l'entreprise, mais dans le monde du particulier, ça équivaut à 10 minutes d'une vidéo qu'on regarde en ligne. C'est 5 minutes d'un four à 2000 watts. Et ça, je suis bien persuadé que pas grand monde s'en tracasse de cette consommation. Donc, il y a 60% du flux mondial de données qui est généré par les vidéos en ligne. C'est énorme. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et puis aussi, des autres chiffres qui sont intéressants à connaître, c'est la consommation énergétique en fonction des différentes technologies utilisées. On utilise de plus en plus la 4G, la 5G est en train d'arriver. Pour le même usage, on va consommer 50 kW sur la 4G, 16 kW sur la SDSL, ou du Wi-Fi, parce que le Wi-Fi est connecté sur des SDSL Wi-Fi optique, et 6 kW sur la fibre optique.
Donc, c'est important quand on a possibilité de se connecter sur un réseau Wi-Fi, d'utiliser le réseau Wi-Fi qui va être beaucoup moins consommateur énergétiquement. Donc, nous, dans les bonnes pratiques, ça passe par la sensibilisation des collaborateurs. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à sensibiliser beaucoup les collaborateurs aujourd'hui sur la partie sécurité informatique, c'est notre quotidien, mais il faut aussi les sensibiliser sur les usages du numérique. Alors c'est pareil avec la partie confinement, aujourd'hui télétravail, on a des visioconférences, on utilise beaucoup les visioconférences et parfois il faut se dire est-ce que finalement une réunion téléphonique, c'est pas aussi pratique parce que est-ce qu'on a besoin de se voir tout le temps? Je suis pas sûr. Surtout quand on fait une visioconférence, 1 à 1, une réunion téléphonique va consommer beaucoup moins qu'une visioconférence, quoi. Les échanges en interne, on a tendance à beaucoup utiliser la messagerie pour les échanges dans les entreprises, sauf que, quand on utilise la messagerie, quand on va multiplier le nombre de destinataires, on va forcément multiplier le stockage associé à ces échanges. Donc il vaut mieux utiliser une messagerie instantanée quand c'est disponible dans l'entreprise, parce qu'on va stocker une fois la donnée. On va pouvoir créer des groupes de collaboration et pas multiplier le stockage, notamment des grosses pièces jointes dans les messageries. Un constat aussi qu'on fait souvent, nous, hein, parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs en ligne, on ne fait pas attention à la taille de nos pièces jointes. On a des documents qui sont de plus en plus lourds, avec des belles photos. On a des téléphones qui permettent de faire des photos en HD, en 4K aujourd'hui, et on se rend compte qu'on a des PDF qui circulent ou des PowerPoint qui font des dizaines de mégaoctets, alors qu'en optimisant un petit peu la taille, ça permet aussi de gagner sur le stockage. Et puis, il faut privilégier les sites de transfert aux échanges de messagerie. Faire du ménage dans sa boîte aux lettres. Aujourd'hui, c'est tellement facile de tout garder que je suis sûr que personne ne le fait. Moi, le premier, je suis peut-être pas le meilleur sur ce domaine. Sur le stockage, en fait, on a tendance à utiliser beaucoup le stockage dans le cloud parce que c'est simple aussi, ça permet d'avoir la donnée disponible partout. Mais dès que je parle de cloud, je vais utiliser des réseaux publics, je vais multiplier la donnée partout. Donc il y a certaines données, peut-être que je peux les garder sur mon serveur de bureautique en interne ou près de mes serveurs de mes serveurs Citrix, ou peut-être sur mon poste en local si j'ai pas besoin de sauvegarde. Mais il faut raisonner qu'à chaque fois que je positionne un document ou des documents dans le cloud, ça va consommer. Préférer la connexion Wi-Fi ou connexion 4G, ça, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis ça, c'est pareil, on le fait, je pense, pratiquement pas tous, hein. C'est que quand on veut chercher quelque chose, on va sur Google. Et même quand on va sur un site qu'on a l'habitude d'aller, on va sur Google, on tape un mot-clé, puis on a tout de suite accès au site. Et toutes ces recherches, ça génère beaucoup de trafic, beaucoup de CPU derrière. Donc, il vaut mieux utiliser des favoris Internet pour aller directement sur le site web. Ça permet d'être plus green aussi sur cette partie-là. Voilà, alors j'ai beaucoup d'éléments, de choses à dire. Je ne sais pas si tout ça, ça vous parle. J'ai essayé d'aborder le maximum de sujets. Donc voilà comment Proginov contribue au quotidien sur la partie énergétique. Et c'est vrai que Proginov, historiquement, nous, la priorité numéro 1, ça a toujours été la sécurité, la disponibilité de l'hébergement pour nos clients. Et depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'enjeux économiques sur l'éco-responsabilité. Et on a, nous, un rôle essentiel dans les années qui viennent. Voilà. Donc merci. Donc je ne sais pas si vous avez quelques questions, mais je pense qu'on fera les questions à la fin, Morad. Merci Stéphane, oui, pour ta présentation. Effectivement, j'ai vu que ça avait suscité pas mal de questions sur des points que tu as évoqués. Merci pour la liste des bonnes pratiques. Alors, j'en ai pris note, moi, de mon côté, et je pense que ça va inspirer d'autres, nos participants. Au niveau des questions, oui, je pense qu'on va les aborder. Enfin, il y aura peut-être des questions qui vont revenir aussi avec les autres présentations, donc on les abordera à la fin. Et du coup, on va laisser place à Marjorie pour son intervention. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Dire si vous avez
ma présentation. Alors, on a bien la présentation. En revanche, le son, il y a quelques coupures. Ok. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, là, c'est très bien, oui. Ok, parfait. Donc, bonjour à tous. Merci à l'équipe de CVP de m'accueillir durant cette matinale. Donc, moi, c'est Marjorie. Je suis ingénieure commerciale chez Konica Minolta Serience depuis près de 2 ans maintenant. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Konica Minolta est leader sur le marché de l'impression et fêtera ses 10 ans l'année prochaine de fusion avec Serience, l'un des plus gros fournisseurs de services IT. Nous collaborons avec les meilleurs acteurs du marché comme Sage, Microsoft ou OpenBee, pour ne les citer en exemple. Voilà. Et pour lancer cette matinale So Green, j'ai choisi pour phrase d'accroche lancer une vraie dynamique sociétale et environnementale de transformation numérique au sein de son entreprise. C'est possible. Aujourd'hui, le numérique est au cœur de la transformation des entreprises. C'est un sujet d'actualité qui a été boosté par l'arrivée du Covid-19. Les entreprises ont vu leur méthode de travail complètement chamboulée et plus particulièrement avec la mise en place du télétravail. Certaines étaient en partie prêtes, mais beaucoup d'entre elles ne l'étaient pas du tout. Les petites et moyennes structures ont dû agir face à l'urgence de la situation afin de mettre à disposition de leurs collaborateurs un espace de travail à distance, mais aussi et surtout leur permettre d'échanger entre eux de manière entièrement dématérialisée les informations. Une fois l'ouragan passé, chacune en a tiré des enseignements. Certains outils ont prouvé leurs efficacités, mais un travail vers une réflexion plus profonde a vu le jour dans bon nombre d'entre elles. Comment aborder la transformation numérique? Comme un de mes ingénieurs techniques le dit si bien, la question n'est pas de savoir si on doit y passer, mais plutôt quand et comment le faire. C'est à ce moment-là que les questions environnementales et sociétales entrent en jeu. Et pour vous accompagner dans cette réflexion, nous avons réfléchi à quelques tips que nous allons voir tout de suite ensemble. Et je serai très heureuse d'aborder ces sujets avec vous plus posément à la suite de cette présentation. Donc, on va revenir sur certains points que Stéphane a évoqués durant cette présentation. Moi, j'ai choisi d'aborder cette question sur le domaine du multifonction. Le multifonction devient un véritable hub et capable de faire le pont entre le monde du papier et le monde du numérique. Ils sont connectés aujourd'hui, intelligents et offrent de nombreuses fonctionnalités avancées et utiles aux entreprises, notamment dans la gestion de leurs flux documentaires. Aborder la digitalisation avec un regard 360 est essentiel pour une meilleure optimisation du processus. C'est pour ça que dans le tips numéro 1, on va aborder ce domaine. Le tips numéro 1, et ça, on va revenir sur ce que Stéphane juste avant a dit, prolonger la durée de vie et favoriser le réemploi des équipements. Alors, cette technique permet de réduire de 10 à 20% le bilan de gaz à effet de serre. Passer de 2 ans à 5 ans d'usage pour un ordinateur ou un multifonction améliore de plus de 50% votre bilan environnemental. Mais pour y parvenir, dans de bonnes conditions, il vous faudra investir dès le départ dans du matériel fiable avec des bonnes performances énergétiques et ou écolabellisées. Et grande nouveauté chez Konica Minolta, nous avons opté pour une mise à jour des logiciels des systèmes d'impression à distance, ce qui évite l'obsolescence du système d'impression. On évitera également le suréquipement. Pour ça, on analyse en amont des contrats les besoins de chaque service en effectuant un audit de site. On évite les imprimantes inutiles qui vont être peu utilisées. Voilà. Et pourquoi pas, pour un besoin sur une machine qui tourne un peu moins, se diriger vers du matériel reconditionné. Maîtrise sans budget.
Pour vous donner un exemple, les multifonctions d'occasion de Konica Minolta offrent des coûts d'utilisation réduits de 50% par rapport à un matériel neuf, ce qui ne vous empêche pas de disposer d'équipements fiables de haute qualité. Les systèmes d'impression d'occasion proviennent du parc d'impression Konica Minolta et sont remis en état en France. Offrir une seconde vie à un équipement est aussi un geste éco-responsable qui s'inscrit dans un modèle d'économie circulaire. Chaque produit est démonté, nettoyé et revisé, accessoires inclus. Les pièces d'usure sont remplacées, les données de la mémoire et du disque dur sont effacées, les logiciels sont mis à jour. Voilà. Les produits sont repositionnés pour le transport. Pour faire durer ces équipements, on les fait chouchouter par une équipe d'experts. Sachant qu'aujourd'hui, de plus en plus d'interventions se font à distance, les déplacements des techniciens se font uniquement lorsque les pièces sont à changer sur les machines, ce qui est aussi bon pour la planète. La mise en place d'une politique d'impression. Oui, car le bureau sans papier annoncé depuis 3 ans n'est toujours pas au rendez-vous. Qu'est-ce que j'entends par là? Outre le paramétrage des fonctionnalités éco-responsables comme l'impression en recto verso, l'impression en noir et blanc par défaut, la suppression des pages blanches, le mode épreuve. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le mode épreuve, c'est la possibilité d'imprimer un exemplaire test lorsqu'on imprime, lorsqu'on fait des multi-impressions, lorsqu'on doit lancer 50 exemplaires d'un même document. On sort une impression test, tout simplement. Le mode veille qui s'adapte en fonction des habitudes d'utilisation propres à chaque entreprise. Donc là, pour rentrer un peu plus dans le détail, on va avoir, lors de la mise en place de nos machines, durant les 3 premières semaines, une analyse. La machine va analyser la méthode, la manière dont elle fonctionne, c'est-à-dire que le matin, si elle est habituée à faire sa première copie à 8 h, elle va se préchauffer à 7h45. Si le soir, à 18 h, elle fait en général sa dernière copie, elle se mettra en veille prolongée après cette échéance. Donc, ce qui permet un gain d'électricité et au niveau une économie d'énergie. Sensibiliser les collaborateurs aux bonnes pratiques est un point essentiel. On peut par exemple mettre en place, comme Stéphane l'a fait dans son entreprise, un système de badge pour ne débloquer les impressions qu'une fois devant la machine, avec ça, plus de papier perdu ou de documents oubliés dans la machine. On peut également mettre en place des quotas d'impression par service ou par collaborateur. Et pourquoi pas organiser des jeux concours entre services et faire gagner celui qui a réduit le plus sa gage papier. C'est une manière ludique d'investir tout le monde autour des démarches éco-responsables. Pour le papier, on fait le bon choix en utilisant du papier normé FSC ou PEFC. Il se cache quoi derrière ces appellations? Pour la première, le label Forest Stewardship Council, et pour le second, programme de reconnaissance des certifications forestières. Ils assurent tous les deux une gestion durable des forêts. Sur notre territoire, la moitié de la surface forestière est certifiée PEFC. Chaque coupe est suivie d'une replantation d'environ 5 arbres, afin d'assurer le renouvellement de la forêt et la pérennité de la ressource. Grâce à cette mesure, l'espace forestier progresse d'environ 40 000 hectares par an. La dématérialisation des documents. On va rentrer avec ce sujet dans le cœur de la transformation digitale. Le tips numéro 4, on opte pour le fax dans le cloud. Pour aborder ce sujet, pour les utilisateurs du bon vieux fax, ça peut être un bon début. 2022 sonnera l'arrêt du fax traditionnel. Opter pour le fax dans le cloud est une bonne solution. Plus besoin de matériel, de cartes fax, serveurs, machines. Elle s'affranchit également de leur entretien respectif. Plus d'abonnements téléphoniques dédiés au fax. Le numéro de fax existant
peuvent néanmoins être conservés en procédant simplement à une portabilité télécom. L'utilisation est simple. Émettre un fax devient aussi facile que la rédaction d'un mail. Plus de perte de fax, moins de gâche papier. C'est à l'utilisateur que revient le droit, en fait, la possibilité d'imprimer son fax. Il n'y a plus d'impression inutile. Le tips numéro 5, vous n'êtes pas sans savoir que dès 2024, la facture électronique deviendra progressivement une obligation pour toutes les entreprises. Une facture électronique qui arrive doit pouvoir être intégrée dans la comptabilité d'une entreprise, partagée et archivée. Une GED, gestion électronique de documents, facilite et simplifie cet accès. Simplifie cet accès de traitement significatif par faire la dématérialisation totale du circuit de facturation. La création et l'envoi, la réception et l'intégration dans la comptabilité. C'est le projet qu'on appelle Facture X. Facture X, c'est quoi? C'est un standard de facturation électronique hybride. Ce format, en fait, associe une image PDF et un fichier structuré XML. Facture X peut donc à la fois être lu par les utilisateurs comme une facture classique et être traité automatiquement par les solutions comptables. Le traitement automatisé des factures induit une réduction des coûts de gestion pour les entreprises, mais également est un gain de temps pour les équipes. L'automatisation de la tâche apporte du confort, évite davantage les erreurs et permet de valoriser d'autres tâches où le potentiel humain joue un rôle important. Donc là, on va revenir également sur ce que Stéphane a dit, sur le fait que automatiser son archivage, c'est aussi éviter les doublons dans le cloud, c'est éviter d'avoir plusieurs fois le même document, ce qui fait place nette en fait dans votre cloud et utilise moins d'espace de stockage. Un autre type, c'est de nettoyer régulièrement sa base de données et de pouvoir en fait retirer, mettre en place des suppressions automatiques lors un document, on doit le garder 10 ans, mettre une suppression automatique au bout de ces 10 ans. Faites-vous guider par un partenaire et challengez vos interlocuteurs sur leur vision, leur retour d'expérience et leur méthode. Ne perdez pas de vue que l'application de votre stratégie de transformation digitale est conditionnée par la qualité de la collaboration avec votre partenaire. Il pourra créer à vos côtés une véritable émulation auprès de vos collaborateurs autour de vos projets. La transformation digitale n'est pas un petit chantier, mais brique après brique, vous y arriverez. Si vous fédérez vos équipes autour de celui-ci, ils en seront le ciment. Il faut les investir dans votre démarche. Je pense que c'est la clé du succès. Nous sommes français et comme bon nombre le savent, le changement est quelque chose qu'on n'apprécie pas trop. Donc, il faut le rendre plus clair et le plus abordable possible. J'ai encore tout changé. Pour le tips numéro 5, la dématérialisation des bulletins de paie. Et je vais faire une transition avec ce que je viens juste de dire. Pour le partage, je tenais à vous partager en fait l'expérience d'un de nos clients dans ce domaine. Au sein de l'entreprise, de cette entreprise, comme dans toute entreprise, l'âge était très hétéroclite, ce qui conditionne en fait une appréhension des nouvelles technologies, des technologies très différentes selon les profils. Au moment du lancement de la fiche de paie électronique, on a fait un premier sondage et 15% des salariés voulaient passer à la fiche de paie électronique, au bulletin de paie électronique. Durant les 3 premiers mois, suivant la mise en place, on a mis à disposition le bulletin de paie électronique couplé au bulletin de paie papier traditionnel.
Pendant ces 3 mois, on a laissé les gens se familiariser avec le bulletin de paie électronique. Au bout de ces 3 mois, un nouveau sondage a été effectué et c'était 70% des collaborateurs qui souhaitaient passer au bulletin de paie électronique. Aujourd'hui, c'est 85% des collaborateurs qui ont accès au bulletin de paie électronique et qui n'ont choisi que ce mode de réception. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'accompagner le changement, c'est proposer aux collaborateurs, ce n'est pas imposer. Donc, le changement s'effectuera en douceur et au rythme de chacun. Et ça, votre prestataire est votre meilleur atout puisqu'il a l'expérience pour ça, pour vous accompagner et vous donner les petits tips, les petites choses qui pourront vous aider en fait, dans le déploiement de votre digitalisation. Chaque société est différente, chacun a ses propres objectifs et chacun va y gagner ses propres choses, enfin, ses propres avantages. Voilà, je vais conclure ma présentation sur ça car le sujet est vaste et varié. Nous pourrions encore en parler des heures et nos équipes seront très heureuses de continuer d'en discuter avec vous. Donc, Mourad, je vous laisse la main. Merci Marjorie pour la présentation. On reviendra effectivement avec des questions du coup en fin de matinale. Avant ça, moi je vais simplement mettre en avant les actions de CVP par rapport au sujet. Et alors pour cela, je vais reprendre la main ici. Hop. Alors, moi pour ce petit temps. Mourad, il faudra que tu fasses comme tout à l'heure pour basculer avec ton double écran. Comme ça? Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bon. Ok, merci. Du coup, oui, la position de CVP par rapport au sujet du numérique. Alors, chez CVP, nous, on a choisi de mettre en place des actions sous 3 axes par rapport à ça. Donc, le premier axe, c'est le matériel, deuxième, la data et troisième, l'humain. On verra que dans ce qu'on essaie de mettre en place, en fait, on retrouve pas mal de choses de ce qu'on a déjà vu sur les 2 précédentes présentations. Mais ce qui montre en fait qu'on fait aussi attention dans le choix de nos partenaires. Il faut qu'il y ait une cohérence déjà de valeurs. Il faut que nos partenaires puissent nous accompagner aussi sur ce segment, puisque le numérique n'est pas notre métier. Et alors, je m'appuierai sur des exemples précis qu'on a pu mettre en place pendant cette présentation. Donc, le premier axe, le matériel, donc on est parti, nous, du constat connu, du coup, que la fabrication d'un matériel était plus polluante que son utilisation. Du coup, on a décidé de mettre en place des actions donc sur l'allongement de la durée d'utilisation du matériel, mais aussi sur la réduction de notre parc informatique. Donc, l'idée, ouais, c'est de diminuer le nombre de matériels qu'on a tout en allongeant la durée d'utilisation du matériel utile. Alors, je précise quand même qu'on est une société de 20 personnes chez CVP, donc nos actions seront à l'échelle de notre taille, mais on part du principe chez CVP qu'il n'y a pas de petites économies, surtout quand il s'agit d'environnement, et que si par nos actions on arrive à donner des idées à d'autres, et ben, ce sera déjà ça de gagner. Alors, concernant la réduction du parc informatique, donc on a entrepris en fait sur ça depuis 2012 une externalisation des ressources. Alors, comme l'a démontré Stéphane tout à l'heure, nous, ça nous a permis en fait le fait d'externaliser, de mutualiser en fait ces ressources matérielles, je parle notamment de serveurs, avec les clients de nos partenaires.
c'est vrai qu'on avait des serveurs qui n'étaient pas forcément… Du coup, on a fait ce choix en 2012 de commencer à externaliser notre ERP chez notre partenaire Proginov. Ensuite, en 2014, on a eu la même réflexion pour la téléphonie. Donc, on est passé sur la téléphonie sur Internet, ce qui nous a permis de supprimer en fait le standard physiquement et d'utiliser depuis en fait une interface web pour la gestion du standard. Donc, ça vient supprimer un nouveau matériel. Et on a profité de déménagement de notre siège social en 2015 en fait, pour repenser notre infrastructure informatique. Et on est passé en fait au moment du déménagement, d'une salle informatique, on avait 5 serveurs qui n'étaient pas forcément bien entretenus et qui consommaient de la ressource, à un seul serveur chez CVP. Et notamment en externalisant en fait les dernières applications métiers qu'on avait encore en local. Et aujourd'hui, pour toutes les nouvelles solutions, voilà, on est dans cet esprit en fait d'externaliser un maximum de ressources et de faire attention en fait au choix du partenaire qui nous accompagne en fait sur ces sujets. On a continué avec d'autres petites actions, notamment la suppression des doubles lignes téléphoniques quand on avait un fixe et un portable. Donc, on a supprimé du matériel fixe pour les personnes qui avaient une ligne mobile directe. Concernant l'allongement de la durée d'utilisation, ce qu'on a fait, alors ce qu'on voit ici, la flèche en bleu, c'était notre utilisation classique. Donc, à l'achat d'un matériel, donc voilà, on l'utilisait au bout de 3 ans parce qu'il était amorti et parce qu'en 3 ans, on a des nouveaux matériels dont les performances sont plus attirantes qui sont sur le marché. Donc, on renouvelait au bout de 3 ans. On a changé un petit peu notre méthode de renouvellement de parc. Et aujourd'hui, on essaie en fait d'allonger un maximum possible la durée d'utilisation. Alors, on prend en compte 3 critères pour la décision de changer ou non un matériel. Alors, tant que le matériel en fait n'entrave pas l'efficacité du travail du collaborateur, c'est-à-dire qu'il ne montre pas de signe de défectuosité, qui permet l'utilisation d'applications, que le système d'exploitation en fait permet l'utilisation des applications en place et des nouvelles applications qu'on veut mettre en place, et que la sécurité des données et du réseau informatique est préservée, alors à ce moment-là, on ne change pas de matériel. On va essayer d'allonger cette durée aussi avec un peu plus de maintenance, faire attention aux mises à jour par exemple. Et alors pour les futures acquisitions, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en faire depuis, mais depuis le 1er janvier 2001, il existe un indice de réparabilité des matériels, alors notamment pour les smartphones et pour les PC portables, qui a été donc, du coup mis en place par le gouvernement, qui donne en fait une note sur la réparabilité du matériel et qui permet en fait de voir si le matériel est réparable et à quel niveau, et ce qui permettrait en fait d'avoir une idée en fait sur la durée de vie initiale, et ça c'est pour lutter contre l'obsolescence programmée. Donc vous avez l'adresse du site là sur la slide qui vous permettra en fait d'avoir plus d'informations sur cet indice de réparabilité. Pour revenir sur les critères qui font qu'on décide de changer un matériel ou pas, en fait, une fois qu'un des critères n'est plus respecté, donc on essaie de trouver, en fait, de passer à la phase réemploi et trouver une solution du coup de réemploi du matériel en interne. Donc, ça peut être un PC portable qui pourrait servir de backup, par exemple, ou pour une utilisation moins importante, en tout cas qui nécessite moins de performance. Je vais prendre l'exemple aussi justement de ce qu'on a mis en place avec Konica sur notre multifonction. Donc aujourd'hui, on a 2 sites. On a notre siège à Vambrechy, on a un site logistique dans le 77. Où on a aussi un multifonction, et ce qu'on a mis en place en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que au-delà, à la fin du contrat de 5 ans de notre multifonction au siège, on avait un matériel en fait qui tournait encore pas trop mal, qui tournait bien même, et
et qui ne nécessitait pas forcément un changement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un roulement. Donc, notre matériel au siège, quand on change de multifonction, celui du siège part sur notre site de logistique où là, ils ont beaucoup moins d'impressions annuelles et un besoin qui est beaucoup moins important que nous au siège. Donc, ça permet de prolonger aussi la durée d'utilisation d'un matériel qui est quand même utilisé, qui est utilisé pas mal de fois. Quand on n'a pas de solution en interne, ce qu'on met en place, voilà, c'est de trouver une solution en externe. Et alors là, je donne l'exemple d'un don à une association. Ici, je vous ai mis le lien d'Emmaüs Connect, donc qui agit pour l'inclusion numérique en fait en favorisant l'accès au numérique grâce à la récupération de matériel. Bon, des associations, il en existe d'autres. Voilà, je mets cet exemple si ça peut donner des idées. Et alors, quand on arrive à la fin de cette phase réemploi, à ce moment-là, voilà, on arrive au moment où le matériel, on peut presque ne plus rien en faire, donc on s'en débarrasse, mais en réfléchissant du coup à la revalorisation de ce matériel. Dans la récupération de matériel informatique, où on va déposer en fait le matériel dans des points de collecte où on est assuré qu'il y aura une revalorisation en fait de ce matériel, ce qui est la part au recyclage. Le deuxième axe sur lequel on travaille, donc c'est la data, et là aussi on part d'un constat où en fait on a l'évolution technologique en fait, qui ne cesse d'évoluer et qui nous amène aussi à installer de nouvelles solutions pour la gestion du quotidien, voilà, de notre activité. Et on a fait un lien, enfin on a vu qu'il y avait un lien très étroit entre l'évolution de ces technologies et nos stockages de données. Ce qui a causé, ce qui peut et ce qui a causé en fait quelques interrogations, notamment sur l'organisation, sur la consommation que cela engendre aussi. Et alors, par rapport à ça, à la data, on travaille sur trois choses. Donc, la première chose, c'est la mesure. Donc, on mesure nos données pour pouvoir les améliorer. Donc, on a mis en place des indicateurs avec l'aide de Proginov qui nous envoie une statistique une fois par mois sur le poids, par exemple, de nos données dans notre environnement. On va travailler sur le nombre de pièces, de documents qui sont stockés, sur l'ancienneté aussi des différents fichiers. Voilà, la première chose, voilà, c'est de mesurer et de pouvoir fixer derrière un objectif et de mettre en place les actions en fait, qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs par rapport à la data. La deuxième chose, du coup, c'était voilà, c'est de structurer cette donnée. Et chez nous, elle est organisée à peu près de cette manière. Donc, on a la gestion électronique de documents pour tous les documents qui concernent, documents commerciaux, on va dire. On a la bureautique et on a la part mail. Et on essaie en fait de mettre en place une méthode de stockage qui du coup impacte plusieurs choses. La première, c'est quand je suis un utilisateur et que je ne sais pas où trouver l'information ou le document, ça peut avoir des impacts sur la personne. Donc ça, on les prend en compte parce que le numérique, les impacts du numérique, c'est ça aussi, les impacts sur les personnes. On peut avoir des impacts sur le fait d'avoir plusieurs documents qui sont stockés à plusieurs endroits, avoir des doublons, multiplier du coup le poids de nos données. Donc le fait de structurer et de savoir quel document va à quel endroit, ça nous permet de limiter cela. Et on travaille aussi à part entière sur la partie mail, parce que c'est un vrai sujet, effectivement, les boîtes mail dont la taille ne cesse d'augmenter. Donc, on essaie de trouver des solutions
par rapport à ça, donc aujourd'hui, on a fait deux choses. Donc, on a mis en place de la messagerie instantanée, ce qui nous permet d'échanger déjà en interne de façon moins formelle et de ne pas passer par la boîte mail, sachant que le mail sera 9 fois sur 10 pas supprimé. Donc aujourd'hui, on passe par la messagerie instantanée qui est moins consommatrice en termes de données. Et la deuxième chose qu'on a mis en place par rapport au mail, et donc ça avec l'accompagnement de Proginov, c'est qu'on a mis une règle en place en fait pour tous les mails dont la durée est supérieure à 1 an. En fait, on va faire ce qu'on appelle un archivage en ligne. Et en fait, ça va être stocké dans les data centers de Proginov, mais sur des ressources qui sont moins consommatrices, puisqu'on va sur enfin, les mails sont quasiment plus consultés, ou en tout cas moins consultés, donc on y va moins, donc ça demande moins de ressources aussi pour aller là-dessus. La troisième chose par rapport à la data, et ça aussi c'est un chantier qui est en cours, c'est travailler sur l'archivage et sur le fait de nettoyer en fait les éléments obsolètes dont on n'a plus besoin, et déterminer en fait quelle donnée est utile, quelle donnée n'est pas utile, et comment je m'organise au niveau de l'archivage. Donc là-dessus, nous, on va s'appuyer d'abord sur les délais légaux de conservation des documents pour certains types de documents contractuels. Et après, on va essayer petit à petit de mettre en place en fait une solution d'archivage automatique, comme il en existe, en fonction de ces délais que nous aurons déterminés en interne. Donc voilà pour la partie data. Et en fait, on espère que tout ça nous permette en fait de maîtriser cette donnée et le poids de cette donnée avec les impacts qu'on connaît, qui est les impacts environnementaux ou sur les utilisateurs. Voilà, on essaie de maîtriser tout ça. Et le dernier critère sur lequel je vais parler, donc c'est la partie humain. Alors là-dessus, on a plusieurs actions. Donc on a des actions qui sont mises en place directement par les utilisateurs. Donc il y a des initiatives qui sont prises par les utilisateurs, notamment sur les moteurs de recherche, l'utilisation de moteurs de recherche Internet plus responsable. Donc il y en a quelques-uns ici, QGrant, Ecosia ou Lilo. Et on a aussi, enfin, il y a des choses qui sont mises en place aussi par l'entreprise, notamment la sensibilisation sur les volumes et sur les impacts. Donc, je reprends l'exemple des boîtes mail. Donc, ça nous arrive de faire des rappels aux utilisateurs pour le nettoyage avant vacances, par exemple, des boîtes mail, en essayant en fait de vulgariser en fait ces indicateurs et ces impacts. L'exemple du four tout à l'heure pour 10 minutes de vidéo. On essaie de faire un peu la même chose avec la taille d'un mail, enfin, ce collaborateur à faire ce nettoyage, et les inciter en fait dans cette démarche. La troisième et dernière chose sur ce sujet, c'est l'implication en fait, des collaborateurs dans la mise en place des nouveaux outils. Le collaborateur est le premier utilisateur, et c'est par lui que va remonter en fait les soucis rencontrés ou les idées. Il est frontalement, je pense, confronté aussi aux impacts. Donc là-dessus, j'ai noté deux choses. Sur le renouvellement de matériel, on va systématiquement en fait, analyser le besoin et intégrer en fait le collaborateur dans cette analyse. Donc là, pour les derniers renouvellements que nous avons fait sur le matériel, on a envoyé un questionnaire au collaborateur, donc avec la question: est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui de changer déjà ton PC portable, par exemple, et avec d'autres questions en fait, qui permettent de cibler un peu plus le besoin. Donc, ça peut être la taille d'un écran de portable, le poids, la performance, la capacité de stockage. Tout ça, en fait, permet de cibler le besoin et de favoriser en fait l'utilisation du matériel pour le collaborateur pour le mettre dans les meilleures dispositions pour son activité, et limiter les impacts du coup que ça peut avoir sur lui.
La deuxième chose, c'est la mise en place de comités de pilotage pour les projets sur la mise en place des nouveaux outils en fait, numériques. Et là, je prends l'exemple d'un projet qu'on est en train de mener sur la dématérialisation. Donc, on a créé un comité de pilotage il y a de ça 2 ans maintenant, dont les missions étaient d'analyser le besoin, de rédiger le cahier des charges, sélectionner, prospecter les solutions, sélectionner le partenaire jusqu'au déploiement des solutions. Donc ça, c'est un projet qui est en cours de finalisation chez nous. Mais voilà, on a vocation à intégrer les collaborateurs dans ce type de projet par le biais de comités de pilotage, parce que c'est ce que je disais, donc ce sont les premiers utilisateurs et il faut bien mesurer du coup les impacts que ça peut avoir sur eux, l'installation de ce type d'outil. Voilà pour ma présentation concernant CVP. Le temps est maintenant aux questions, réponses et puis échanges sur les divers points qui ont été abordés. Alors, est-ce qu'on a du coup des questions Oui, on a des questions. Alors, on a dépassé un petit peu le temps, donc je vous propose d'en poser une à chaque intervenant et on enverra aux intervenants les autres questions pour qu'ils puissent nous y répondre et on vous les communiquera leurs réponses. Donc, la première question ira donc à Stéphane. La pollution numérique est un sujet assez peu connu. Comment est-ce que vous communiquez auprès de vos clients sur ce sujet et quelles sont vos actions pour les aider à améliorer leur impact? C'est vrai qu'aujourd'hui, on communique assez peu. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, en termes de sensibilisation, on a tout un tas de sujets auxquels on pense tout de suite. Sensibiliser les collaborateurs sur la partie enjeux numériques et encore plus nos clients, pas quelque chose auquel on va penser immédiatement. Donc on le fait grâce sur la partie impression, là, les petits compteurs qui permettent de sensibiliser un peu les clients directement dans leur portail de l'ERP. Mais c'est des actions qu'on a prévu de faire. Donc on a des systèmes de newsletters externes avec différents sujets au niveau de l'informatique et c'est une thématique que je me suis noté de faire pour nos clients. Merci. Pour Marjorie, est-ce que vous proposez systématiquement du matériel reconditionné à vos clients ou doivent-ils en faire la demande? Ça dépend vraiment de… en fait, comme je te l'ai dit, on fait un audit de site. En fait, donc, ça dépend du besoin du client. On s'adapte vraiment en fonction… ça dépend, il y a plein d'éléments en fait, qui vont intervenir là-dedans, le budget, la consommation que le client a, les fonctions dont il a besoin. Donc, en fait, on propose si c'est nécessaire, si nous, on l'évoque. Après, voilà, ça dépend vraiment du client et du besoin du client. Merci beaucoup. Morad, du coup, je te laisse voir pour la conclusion. Oui, du coup, pour les autres questions, on transmettra aux différentes personnes concernées. Voilà, juste un petit point pour les prochaines matinales à venir. Donc, en janvier, février 2022, le calendrier n'est pas encore tout à fait défini, mais on aura une matinale sur le thème du commerce. En avril, le thème des ressources humaines. Vous avez nos matinales qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube aussi, celles qui sont déjà passées, que vous pouvez revisionner ou visionner s'il y a des sujets qui vous intéressent. On reste ouvert aux propositions de sujets que vous souhaiteriez aborder avec nous sur les prochaines matinales. Il ne reste plus qu'à vous remercier. Donc, je remercie Marie et Marion pour l'organisation de cette matinale. Merci aussi à nos intervenants, Stéphane et Marjorie, pour leur disponibilité, pour aussi la qualité de vos présentations. Et enfin, je remercie nos participants de nous suivre et de continuer à nous suivre sur ces événements. Si vous voulez aller plus loin et suivre l'actualité de CVP, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc, on a Facebook, LinkedIn et Twitter. Et voilà, je